Et salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la playlist On recrée Symfony. Alors attention, il y en a pas mal qui ont été faits avant, donc si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, n'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist ici ou ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, et donc on continue la série où on recrée Symfony à partir de rien en suivant le fameux tutoriel de Fabien Potencier. Alors, dans le dernier épisode, on s'était attardé beaucoup sur la testabilité de notre framework et sur le fait de séparer vraiment notre application, donc le site qu'on fait pour le coiffeur, le site qu'on fait pour le restaurant, le site qu'on fait pour n'importe quoi, et notre framework qui lui ne doit pas bouger, doit toujours rester le même et doit être réutilisable de projet en projet. Donc c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, on a séparé les choses, ça nous a permis de mieux tester et on a donc créé notre classe Simplex qui nous a permis ici donc d'avoir vraiment une classe qui représente notre framework, elle est même dans son propre dossier, dans le dossier framework, mais par contre on a notre application qui, elle, se trouve dans le dossier SRC ici, et là ça correspond vraiment à l'application qu'on fait pour la coiffeuse ou le coiffeur ou le restaurant, etc., etc. Et ça nous a permis d'avoir des tests beaucoup plus propres. Ici, on peut vraiment tester chaque page et voir si elle marche bien. /hello/Lior, elle doit me renvoyer telle chose, donc je peux vérifier que ça marche bien et c'est hyper simple à écrire. Alors, la dernière chose qui va nous manquer au niveau de ce framework, et c'est un chapitre complet donc du tutoriel de Fabien Potencier que vous retrouverez bien sûr dans la description, eh bien la dernière chose qui va nous manquer, c'est un peu d'extensibilité dans notre framework. Alors, je m'explique. Ce framework, c'est moi qui l'utilise, mais c'est aussi peut-être d'autres développeurs à qui je vais le passer, je vais le mettre sur GitHub, les gens vont le télécharger, certains vont dire que c'est bien, d'autres que c'est nul, bref, il va avoir une vie en dehors de moi-même. Et à un moment donné, il va falloir que je prenne en compte le fait que certaines personnes ont envie d'intervenir ici, dans le cœur du traitement du framework. Le problème, c'est que, évidemment, ils n'ont pas envie de modifier une classe que j'ai moi-même créée, d'accord? Ils veulent pas intervenir ici, dans ce code-là. Ils veulent intervenir, eux, par eux-mêmes. Ils veulent pouvoir intervenir depuis l'extérieur. Donc, ils veulent intervenir dans ce traitement, mais depuis l'extérieur. Ils veulent pouvoir rajouter des traitements, d'accord? Ils veulent pouvoir faire des choses. Et donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de faire en sorte que notre cœur reste ce qu'il est, qu'on n'ait pas à le toucher, il ne faut pas le modifier, mais que par contre on puisse modifier sa façon de fonctionner. Waouh! Alors ça, c'est tout un principe des pratiques solides qui s'appelle le principe O pour Open Closed, qui veut dire tout simplement, il faut que vos classes, dans l'idéal, elles puissent évoluer, le traitement puisse évoluer sans qu'on ait à toucher le code à l'intérieur de la classe. Je ne veux pas aller voir, moi, si vous voulez, le cœur du framework Symfony, par exemple. Non, je veux que le framework Symfony continue de fonctionner comme il fonctionne, mais par contre, je veux pouvoir intervenir à des moments clés pour pouvoir rajouter ou enlever certains comportements. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Eh bien pour ça, il y a un pattern qui est très connu qui s'appelle le médiateur et qui va vous permettre de dire voilà, mon framework à certains moments va émettre des événements. Et moi je vais pouvoir depuis l'extérieur écouter ces événements, me brancher sur ces événements et pouvoir intervenir à ces moments-là. C'est exactement ce que vous faites en JavaScript, par exemple, quand vous dites que vous vous branchez au submit d'un formulaire pour intervenir à ce moment-là, pour faire des choses, contrôler le formulaire, ou au clic sur un bouton pour pouvoir afficher une div ou cacher une div. Bref, c'est exactement ce que vous faites quand vous faites souvent du JavaScript en front. Alors même si en réalité, petite information, dans le langage JavaScript, ce qu'on utilise, c'est le pattern Observer, ce n'est pas le pattern du Mediator, ce sont deux patterns un peu différents, mais vous allez voir que grosso merdo, c'est la même chose. Des événements vont être lancés et nous allons pouvoir y répondre. Alors pour faire ça, nous allons passer par un objet qu'on appelle très souvent un dispatcher. Et ça tombe bien puisque dans le framework Symfony, donc dans le projet Symfony, on a un composant qui s'appelle l'Event Dispatcher et qui est disponible pour tous vos projets PHP. C'est-à-dire que si vous voulez pas utiliser Symfony, vous voulez juste le dispatcher, vous téléchargez la librairie et hop, vous êtes tranquille. Alors, petite info, vous avez dans la description le code actuel. Vous avez un lien vers GitHub avec le code tel qu'il est actuellement. Comme ça, si vous voulez le récupérer pour partir avec moi sur ce tuto, il n'y a pas de souci. Et vous aurez bien sûr dans la description aussi un lien vers le code final de l'épisode. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous voulons faire en sorte que, à l'intérieur de ce traitement, d'accord, des événements soient lancés à des moments charnières, par exemple, au moment où le code va commencer, par exemple juste après au moment où on a trouvé le contrôleur, juste après ici au moment où on a trouvé les arguments, et enfin peut-être pourquoi pas juste après le moment où on a calculé la réponse. Donc à des moments charnières, nous voulons lancer des événements de façon à ce que les développeurs ensuite, quand ils voudront modifier le comportement du framework, n'aient pas à toucher à cette classe. Ils vont simplement se brancher, écouter des événements et ils vont pouvoir réagir à ces événements-là. Alors on est parti. Nous devons tout d'abord installer la librairie qui nous vient du projet Symfony. Donc, composer require symfony/event
dispatcher. C'est la librairie qui va contenir une classe en particulier très importante, le fameux dispatcher. Donc c'est parti, je balance. Et j'attends que ça soit terminé. Normalement, quand c'est bon, ça a téléchargé les bonnes dépendances et on va pouvoir commencer à travailler. Donc, j'estime que le dispatcher sera nécessaire ici dans mon simplex, dans mon framework. Alors, on va voir un peu d'abord comment ça marche. Je vous propose de vous rendre dans l'index.php. Et voilà ce qu'on va faire. On va créer un event dispatcher. Donc, je vais me mettre ici. Je vais dire dispatcher, c'est égal à un new event dispatcher, et ça nous vient de Symfony component event dispatcher, tout simplement. Donc je vais créer mon event dispatcher. Et alors regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire à ce dispatcher, on peut lui dire, tu sais, je t'ajoute un écouteur, et là vous voyez que ça ressemble vraiment au add event listener de JavaScript, hein. Je t'ajoute un écouteur sur un événement dont le nom serait par exemple, je sais pas moi, event A. Voilà, l'événement A, ça n'a pas de sens, mais je vous le dis comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que quand tu vas m'envoyer cet événement A, à n'importe quel moment, dès que cet événement A va arriver, j'ai une fonction là qui va tourner, et cette fonction, elle fera un dump and die de Toto. Voilà, je suis désolé, j'ai pas d'inspiration, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc je peux rajouter sur l'événement A une réaction qui va mourir en disant Toto. Ok, alors imaginez que plus tard dans le code, à n'importe quel moment, je sais pas, je vais dire par exemple ici, là, voilà, par exemple ici, j'imagine que je dis à mon dispatcher, tiens, nous sommes au moment où l'événement A se produit. Donc je vais lui dire ici dispatcher flèche dispatch, c'est la façon d'envoyer un événement, de dire voilà, un événement vient de se produire, et donc je vais dire ici dispatch, et alors lui il attend en paramètre un objet event. Alors pourquoi il attend un objet event? Il attend en fait un objet qui va contenir des détails sur l'événement qui est en train de se produire. Alors pour l'instant moi j'ai pas ce type d'objet, mais dans la librairie vous avez un objet qui s'appelle event, et qui représente, si vous voulez, voilà, n'importe quel événement. Donc vous pouvez lui donner ici un new event, tout simplement. Et ensuite, vous allez lui donner, ok, c'est quoi le nom de l'événement qui est en train de se produire? Ben, je vais lui dire, c'est l'événement A. Sous-entendu, je suis en train de dire au dispatcher, écoute, si des gens veulent réagir à cet événement, c'est le moment, c'est maintenant que ça part. Et donc regardez ce qui va se passer. Si je viens sur mon navigateur ici, hop, et que je viens sur ma page, n'importe quelle page, quand je vais actualiser, je vais bien avoir mon DD de Toto. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Si vous voulez, je vous montre, hein. Juste avant, par exemple, je peux vous faire ici un dump de salut, et vous allez comprendre que, effectivement, salut arrive avant Toto. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, encore une fois, j'ai enregistré auprès du dispatcher une fonction qui allait dire Toto au moment où l'événement A se produirait. Alors, le code continue. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement A. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe A. Toujours pas d'événement A. Il y a le dump de salut. Toujours pas d'événement A. Et là, d'un coup, ça y est, je dis à mon dispatcher, c'est maintenant, il y a un événement A. Donc, appelle les fonctions qui veulent s'y brancher. Et donc, à ce moment-là, le dispatcher se dit, ben, j'en ai une de fonction qui est branchée à l'événement A, c'est celle-là, et donc il va faire tourner cette fonction. Et donc, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette fonction va tourner, et on se retrouve avec notre DD de Toto ici. Tout simplement, c'est magique. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est que notre framework, il ait un dispatcher de ce type-là, et qu'on puisse du coup se brancher aux événements que le framework va décider de balancer au fur et à mesure. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la chose suivante. On va supprimer cet exemple-là, et on va tout simplement passer à notre framework le dispatcher pour qu'il puisse l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre cette ligne ici, hein, voilà. Et de la même façon que je crée un argument resolver, un contrôleur resolver et un matcher, eh bien je vais passer, pourquoi pas même en tout premier, mon dispatcher à mon framework. Alors attention, mon framework pour l'instant il n'est pas prêt à travailler avec un dispatcher. Pour qu'il soit prêt à travailler avec le dispatcher, je vais lui dire ici, écoute, je vais avoir ici une propriété qui sera un event dispatcher, et je peux même dire ici que je veux un event dispatcher interface. L'avantage, c'est que ça me permettra aujourd'hui de travailler avec l'event dispatcher tel qu'on me le donne dans le package Symfony, mais demain de créer mon propre event dispatcher et malgré tout de pouvoir le passer à mon framework, ce qui est quand même vraiment très intéressant. Donc ici, je vais dire voilà, moi j'ai un dispatcher en tant que framework et on me le passera tout de suite ici. Quand on me construira, on me passera un event dispatcher interface qui s'appellera dispatcher. Et ici, je vais bien dire, attention, dans ma propriété dispatcher, je vais mettre le dispatcher qu'on me passe à la construction. Donc ça y est, mon framework possède un dispatcher d'événements, quelque chose qui lui permet de lancer des événements à différents moments. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'ici, on vienne dans notre fonction handle ici, pour dire, voilà, à certains moments clés, nous allons lancer des événements, ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici, this flèche dispatcher. Voilà, je suis à un moment où peut-être un futur développeur voudra intervenir. Donc je vais lancer un événement, dispatch,
Et là, je me rends compte que je me suis trompé d'interface. Qu'est-ce que j'ai pris comme interface? Dispatcher, Event Dispatcher interface. Ah oui, j'ai pris l'interface du PSR, donc ce qui est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est juste qu'au niveau de l'autocomplétion, c'est pas très très bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas prendre la PSR Event Dispatcher interface. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Event Dispatcher. Ici, on va faire contrôle entrée, contrôle espace, pardon, et on va trouver le bon dispatcher. Donc on va prendre l'interface qui vient de Symfony Contracts Event Dispatcher interface. Voilà, hop. Et du coup, ça va faire en sorte que ici, quand j'appelle ma fonction dispatch, est-ce que j'ai la bonne autocomplétion? Oui, j'ai la bonne documentation qui vient. Alors ça, bien sûr, ça se discute. Hein. Quelle interface on peut choisir? C'est un autre débat. Moi, dans l'idéal, j'aurais pris la PSR, mais juste pour avoir la bonne documentation en haut, je la garde comme ça. Alors ici, on me dit, bah, ok, tu veux envoyer un événement, tu veux prévenir le monde qu'un événement est en train de se produire. La première chose que tu dois me donner, c'est un objet qui va contenir des détails sur cet événement. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Donc je vous l'ai dit, dans la librairie, on a déjà une classe qui s'appelle Event et qui me permet de dire, ben voilà, il se passe un événement dont je n'ai pas de détails particuliers. Et ici, je vais pouvoir donner le nom de l'événement en question. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à cet événement. Alors ça, c'est à nous de le choisir. Dans Symfony, cet événement-là s'appelle kernel.request. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce kernel.request? Il veut dire, ça y est, nous avons reçu la request, et voilà, et je te tiens au courant que nous avons reçu la request. Donc ici, regardez comme c'est sympa. Sans toucher à ce code-là, d'accord, un développeur qui vient sur son index, tout simplement ici, il pourrait très bien se dire, écoute, dispatcher, d'accord, quand tu vas lancer un événement qui s'appelle kernel.request, ok, alors tu vas appeler cette fonction qui va faire un dump, hop, un dump de salut. Ok, tout simplement. Alors, on va voir si ça marche. Si je vais actualiser ici, donc vous voyez bien que effectivement, quand l'événement kernel.request est envoyé, ben j'ai bien mon salut qui vient ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginez, vous êtes un autre développeur. Cette classe-là, vous n'avez pas le droit d'y toucher, ok? Pourtant, vous voulez que juste avant le try, il se passe quelque chose de spécial, d'accord? Mais vous n'avez pas le droit de venir modifier cette classe, ok? Imaginez, vous savez même pas qu'elle existe. Eh bien, ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, vous pouvez brancher à votre dispatcher de dire, voilà, quand il y aura un événement kernel request, j'ai envie de faire ça. Donc, sans toucher à la classe du framework, vous lui dites que, à ce moment-là, vous voudrez un comportement particulier. Pareil, si je venais mettre un nouvel événement ici, juste là, par exemple, juste après avoir trouvé le contrôleur, je voudrais dire ici, this flèche dispatcher, flèche dispatch, et là ici je vais lui donner un new event, et je vais lui donner ici le nom de l'événement, je vais appeler ça kernel.controller, d'accord? Eh bien ça veut dire que pour tout autre développeur qui n'a pas le droit de toucher à cette classe, imaginez, il avait envie de travailler à cet endroit-là, mais il n'a pas le droit d'y toucher, pas de problème. Dans son fichier à lui, il a le droit de dire, écoute, je m'adresse au dispatcher, je lui dis que je lui ajoute un listener sur l'événement kernel.controller, et voilà la fonction que j'aimerais qu'il fasse. Ici, j'aimerais qu'il dise dump, nous avons trouvé le contrôleur. Donc vous voyez, je veux dire, il peut faire ce qu'il veut ici maintenant, le développeur. Il a accès à l'enrichissement d'un comportement à un moment bien particulier, là où il le souhaite. Regardez, si je viens actualiser, hop, alors là j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un point-virgule quelque part, ici. Voilà, et regardez ce que ça donne quand je viens actualiser. J'ai bien salut lorsqu'on a l'événement kernel.request et j'ai bien nous avons trouvé le contrôleur lorsqu'on a un événement kernel.controller. Donc parfait, ça veut dire que mon framework aujourd'hui, il est extensible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose juste après le fait qu'on ait trouvé des arguments, d'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler cet événement kernel.argument. Je vais dire à tous mes collègues de mon travail, je vais leur dire, écoutez les amis, quand vous travaillez avec mon framework, à différents moments, vous avez différents événements. Quand on vient de trouver la request, vous avez kernel request. Quand on a trouvé le contrôleur, vous avez kernel controller. Et quand on a trouvé les arguments, vous avez kernel argument. Et je vais même pouvoir leur dire, vous savez quoi? Vous avez même un autre moment où vous pouvez travailler. C'est le moment où on a calculé la réponse. Et ça s'appelle kernel.response. Tout simplement. Et donc, ça y est, mes collègues au travail et même d'autres développeurs dans le monde qui utilisent mon framework, si jamais je l'ai mis sur GitHub, savent que à différents moments de son fonctionnement, le framework va les prévenir de où il en est et ils vont pouvoir se brancher à ces moments pour avoir des réactions, pour ajouter des traitements, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore ici? Eh bien, ici, le problème, c'est qu'à chaque événement, on est au courant qu'on est sur tel événement, c'est super, mais par contre, on n'a aucun détail. Moi, j'aimerais bien ici, vous voyez que
quand le framework trouve la requête ici et qui me fait cet événement en me disant « Hey, ça y est, on vient de trouver la requête », j'aimerais bien, dans la fonction qui va réagir à cet événement, avoir des infos sur cette requête. Dire « Ok, qu'est-ce qu'elle a cette requête? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?» De la même façon, ici, j'aimerais bien que quand on me dise « Ça y est, on a trouvé le contrôleur », j'aimerais bien dans une fonction qui va réagir à cet événement-là, qu'on me dise « Ok, mais c'est quoi le contrôleur? Enfin, quels sont les détails en fait de tout ça ?» Alors pour ce faire, il n'y a aucun problème. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres classes d'événements ici, d'accord? Là, ici, pour l'instant, j'utilise une classe bateau que me donne la librairie Event Dispatcher. Mais j'ai envie, je peux créer mes propres classes. L'important, c'est que ces classes, elles héritent tout simplement de cette classe de base-là, ok? Donc, on va pouvoir créer nos propres objets qui eux-mêmes vont contenir les détails de l'événement qui est en train de se produire. Alors, je vous propose, pour faire ça, que dans notre framework ici, on se crée un nouveau dossier qu'on va appeler Event, ok, tout simplement. Et ici, ce que je vous propose, c'est qu'on crée une première classe. Cette première classe, on va l'appeler tout simplement request-event.php. On va venir ici, on va se mettre dans le namespace framework /event. Je suis dans le dossier framework et dans le dossier event, et nous allons créer ici une classe qui va s'appeler request-event et qui va hériter de event, la classe qui nous vient directement du composant Event Dispatcher. Et donc ici, je vais pouvoir dire, voilà, quand tu as une classe request-event, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir une propriété protégée qui sera de type request et qui s'appellera request. Et tu auras bien sûr une public function construct à laquelle tu vas passer la request. Nous ici, on va pouvoir dire, ma request, c'est cette request-là. Et ici, on va pouvoir dire donc public function get request qui retournera, on le sait, une request. Et qu'est-ce qu'elle va retourner? Sa propre request. Donc, je veux retourner ma request ici. Magnifique. Donc, j'ai ici un objet request event qui va me permettre de stocker, c'est juste un DTO, ça me permet de stocker une request. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dans mon simplex, au moment où j'ai l'événement qui dit « ça y est, on a trouvé la requête, on va pouvoir travailler sur la requête », au lieu d'utiliser ici un objet event, je peux utiliser ici un objet request event, attention, qui vient bien de framework event request event, hop, et je vais pouvoir ici lui donner la request qu'on a trouvée. Alors vous allez me dire, quel avantage ça nous donne de faire ça? Ça nous donne l'avantage que quand mon dispatcher va appeler la fonction qui doit réagir à cet événement, d'accord? Eh bien, il va lui passer cet objet request event qui est là. Regardez, dans mon index ici, j'avais branché ici un listener à l'événement kernel request. Eh bien, cette fonction qui est une réaction à cet événement va pouvoir recevoir ici ce fameux request event, attention, celui qui vient de mon framework, pas celui qui vient de Symfony, et je vais appeler ça E, d'accord? Et regardez ici, si je vous fais un dump de $E, regardez, hop, qu'est-ce que ça me donne? Je vais actualiser. Vous voyez que j'ai bien reçu un request event, et vous voyez que dedans, j'ai bien une request. Alors, quel est l'avantage? Eh bien, l'avantage, c'est que maintenant, je peux faire un truc dans ce genre-là. Je peux dire E, flèche get request, et là, j'aurai accès à la request. Et je peux carrément travailler sur la request. Je peux lui rajouter, par exemple, des attributs. Set, prénom, virgule, Lior, d'accord? Je peux travailler là-dessus. Et l'avantage, c'est que ce que je vais intervenir ici sur la request, pour tout le reste du traitement, eh bien, ça va rester. Donc là, ça y est, à partir de là, dans ma request, j'ai mis en place certaines choses qui vont rester jusqu'au bout du traitement. Ça veut dire que j'ai pu intervenir sur mon traitement depuis l'extérieur. J'ai pu toucher à la request à ce moment-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la même chose pour notre événement ici, kernel controller, la même chose pour notre événement kernel argument. Autre chose, ce que je vous propose, c'est que, en fait, cet événement sur le kernel.request, on ne le fasse pas juste au départ ici, on le fasse après que le matcher ait travaillé. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que le matcher, quand il travaille, en fait, il va aller intégrer, on va intégrer le résultat de son travail à la requête. Donc tant qu'à faire, l'événement qui dit ça y est, notre requête, elle est travaillée, elle est prête, on le lance à ce moment-là, ok? Et alors donc, je disais, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire la même chose ici pour le kernel controller, pour le kernel argument, et pour le kernel response. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer, on va se mettre à la place des développeurs qui vont travailler avec notre framework. Quelqu'un qui se branche à l'événement kernel controller. Quelle information il aimerait avoir? Je pense qu'il aimerait avoir la request, et je pense aussi qu'il aimerait avoir le contrôleur, le résultat du travail du contrôleur résolver. Et c'est pour ça qu'il se branche à cet événement, c'est pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et réagir en fonction. Donc ici, je pense qu'on devrait se créer une classe qui s'appellerait controller event et qui contiendrait du coup la request et le contrôleur. Donc ici, voilà ce qu'on va faire.
on va se créer une nouvelle classe dans le dossier event ici, qu'on va appeler controller event.php. Et on va pouvoir ici se mettre dans le bon namespace. Donc, on est dans framework event. Et on va se créer une classe ici qui s'appelle controller event et qui hérite, n'oubliez pas, de la classe event de notre event dispatcher. Hop, tout simplement. Alors, on a dit qu'on voulait quoi? On a dit qu'on voulait avoir la request. Comme ça, le développeur qui recevra cet événement, il aura des infos sur la request. Et on voulait avoir aussi, alors là, du coup, c'est un peu tout et n'importe quoi, donc je peux pas donner de type pour ça, mais je vais donner ici du coup donc controller, et je vais pouvoir dire ici, ben ok, on va avoir une public function construct qui va mettre en place tout ça, donc on va recevoir une request et un controller, mais ça le controller, ben j'ai pas de typage particulier parce que parfois c'est, et encore, je pourrais peut-être utiliser le typage collable ici, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Hop, on va voir tout de suite. Collable, ok. A priori, ça fonctionne, donc ça, c'est super. Et donc ici, on va dire, bah, ma request, c'est la request qu'on me passe. Mon contrôleur, c'est le contrôleur qu'on me passe, très bien. Et enfin, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est avoir des getters. Donc, public function get controller. Donc ça me retournera un collable. Et ça sera tout simplement return this flash controller. Et ensuite, une public function get request. Hop, et donc ça me retournera une request. Et ici, on pourra dire return this flash request. Parfait. Donc là, j'ai un événement. Et donc, effectivement, c'est bien ce qu'il me dit ici. Il n'arrive pas à lui mettre le type collable, mais c'est pas grave. On va le garder comme ça. C'est pas grave. Et donc, là, on a une classe qui représente l'événement kernel.controller. Donc, tout développeur qui se branche à cet événement, quand il veut y réagir, il aimerait bien recevoir ces informations-là. Pas de problème. Ici, au niveau de mon simplex, quand je vais lancer cet événement, au lieu d'utiliser un new event, je vais lancer un controller event. Et là, attention, Symfony, la librairie Event Dispatcher de Symfony possède déjà cette classe. Donc, nous, on utilise vraiment celle qui vient de notre framework. Hop. Et on va lui passer ici en premier la request qu'on avait trouvée, au cas où il en a besoin. Et bien sûr, notre contrôleur qu'on a trouvé. L'avantage, c'est que quelqu'un qui se branche maintenant à cet événement, eh bien, tout simplement, va recevoir la request et le contrôleur à l'intérieur de ce controller event ici. Magnifique. On va faire la même chose pour kernel.argument. Alors, qu'est-ce que voudrait avoir un développeur qui se branche à l'événement kernel argument? Je pense qu'il aimerait bien avoir la request, il aimerait bien avoir le contrôleur, et je pense qu'il aimerait bien surtout avoir maintenant les arguments qui ont été trouvés par l'argument resolver. Et donc, à mon avis, il faudrait qu'on crée une classe qui contienne tout ce bordel. Donc, on est parti. On va se créer une classe qui sera grosso merdo la même que le controller event. Hein. Donc, je vais me créer ici un nouveau dossier. Enfin, un nouveau fichier, pardon, qui va s'appeler argument event. Je sais que ça n'a pas trop de sens, mais on va le faire comme ça. On va coller tout le code du controller event. On va un tout petit peu le modifier. Donc déjà, évidemment, ce ne sera plus controller event, ça sera argument event. Hop, arguments event. Je l'ai mis au singulier, mais on aurait pu le mettre au pluriel. Hein. Et ici, par contre, ce qu'il va avoir, c'est un protected array qu'on va appeler arguments. OK. Et du coup, je vais dire ici, attention, quand vous me construisez, passez-moi un tableau que je vais appeler arguments. Et je vais dire, ben, mes arguments, c'est ces arguments-là. Et je vais pouvoir créer, encore une fois, un setter. Donc, public function get arguments. Ça va me retourner un tableau. Et le tableau que ça va me retourner, c'est this flash arguments. Tout simplement. Et donc, vous voyez ici que, au niveau de mon framework, tout développeur qui voudra écouter l'événement kernel arguments, ok, va recevoir ce qu'on appelle un argument event, voilà, tout simplement, qui lui-même contiendra des infos sur la request, des infos sur le contrôleur, et bien sûr, le tableau des arguments. Et donc, tous ceux qui se branchent à cet événement vont pouvoir voir de quoi on parle et vont pouvoir interagir avec ces trucs-là. Le dernier qui nous reste, c'est le kernel.response, et vous avez compris hein, comment ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire un événement simple qui ne contiendra que la response. Donc je vais copier-coller le request event, ici, je vais le dupliquer, hop, request event, et celui-ci, je vais le renommer simplement en response event. Donc lui, il est beaucoup plus simple, il ne va contenir que des infos sur la response. Voilà, donc je vais dire ici, nous allons avoir, hop, un objet de type response. Pareil pour le constructeur, ici, hein, vous allez me passer une response que je vais appeler response. Et donc ici, je vais dire, ben, ma response, c'est égal à la response qu'on me passe. Hop, tout simplement. Et pareil, au lieu d'avoir get request, ici, j'aurai get response, qui va me retourner une response.
Et du coup, ici, je vais retourner tout simplement la réponse qu'on m'avait donnée. Donc voilà mon petit response event. Et du coup, encore une fois, du côté de mon framework, j'aimerais que tous ceux qui se branchent à kernel.response reçoivent non pas un event à la con, mais un véritable response event. Alors attention, prenez encore une fois celle qu'on a codée nous-mêmes. Et ici, on va donner la réponse qui a été trouvée. L'avantage, ça veut dire que ici, n'importe qui peut se brancher à cet événement-là, voir quelle est la réponse qui a été trouvée par le framework de façon simple. Et si elle ne nous convient pas, rajouter des choses ou enlever des choses, tout simplement. Magnifique. Et donc, ça y est, j'ai maintenant un framework. Je n'ai plus besoin d'aller toucher au code de ce framework pour intervenir à ces moments charnières. Je peux intervenir à ces moments charnières tout simplement au niveau de mon index en travaillant sur mon dispatcher, en lui rajoutant des listeners. Ok? C'est tout bête. C'est juste ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais un peu modifier mes tests, puisque dans mes tests, pour l'instant, il n'était pas question d'avoir un dispatcher. Alors, je vais simplement dire ici, attention, nous allons avoir un dispatcher, qui est un new event dispatcher, ok, et nous allons le passer en tout premier à notre simplex ici. Je vais sauvegarder. Je vais aller relancer les tests pour être sûr que tout se passe bien. Tout se passe toujours bien. Je vais aller voir mon site quand même pour être sûr que /hello/lior, ça marche. Et j'ai bien mon événement, nous avons trouvé le contrôleur. /hello/rien, ça marche. Ça me donne hello world avec nous avons trouvé le contrôleur toujours. Et en fait, vous allez voir que ce fameux nous avons trouvé le contrôleur, il se fait toujours. Pourquoi? Parce que quelle que soit la page que j'appelle, moi, j'ai toujours dit, quand il va y avoir l'événement kernel controller, tu vas réagir en disant nous avons trouvé le contrôleur. Donc ça veut dire que bien sûr, si j'ai envie que ce comportement n'existe plus, je le supprime ici. Pareil pour ce premier comportement-là, je peux le supprimer ici. Et donc là, si je reviens tester mes pages, ces comportements disparaissent. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est que ce qu'on a fait là, c'est tout simplement faire en sorte que notre framework, pour un développeur qui n'aurait pas le droit d'y toucher, d'accord, garde le même comportement pour toujours, mais par contre, nous prévienne à certains moments charnières de façon à ce qu'on puisse nous faire évoluer ce comportement à différents moments. À certains moments, vouloir intervenir, vouloir lancer des traitements particuliers, donc à certains moments charnières. Alors là, bien sûr, on s'est beaucoup inspiré du framework Symfony, puisqu'on a créé des événements qui ont le même nom que dans le framework Symfony, et donc là, vraiment, on est en train de repartir sur les traces du framework Symfony. On a l'événement kernel request qui nous prévient que ça y est, on a trouvé la request et le matcher a déjà positionné des choses dedans, donc vous pouvez les regarder, vous pouvez réagir à ça. Et on a l'événement kernel.controller qui nous dit, bah, ça y est, on a trouvé le contrôleur, voilà ce qu'il est, est-ce que vous avez envie d'y réagir, de faire quelque chose de particulier? On a l'événement ensuite kernel.arguments qui nous dit, ben voilà, on a trouvé les arguments qu'on voulait passer au contrôleur, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, est-ce que vous voulez y réagir? Et enfin, on a l'événement kernel.response qui dit, ben voilà, on a généré la réponse, est-ce que vous voulez la retoucher peut-être, faire quelque chose dessus? Et donc on vous la donne et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais en attendant, mon framework, lui, je n'ai plus besoin d'y toucher. Si je veux intervenir dessus, je branche des réactions à mon dispatcher. Magnifique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, on avance toujours vers un framework de mieux en mieux foutu, de plus en plus extensible, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous a plu, à faire péter le compteur des likes pour faire monter la vidéo dans l'algo et la chaîne aussi, et n'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez des questions ou des suggestions, j'y répondrai le plus souvent possible et le plus rapidement possible, je fais ce que je peux, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode de cette série, ou même la prochaine vidéo de cette chaîne en règle générale, et évidemment, les amis, d'ici à ce qu'on se retrouve sur YouTube ou sur ma plateforme de formation, ou même pourquoi pas dans la vie réelle, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.